Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable qui se passe en Belgique. Ça parle de démocratie, oui, mais surtout de comment la hacker. On va plonger dans un projet citoyen qui a trouvé le moyen de retourner le système en quelque sorte contre lui-même. Tout part d'une question qui fâche un peu. Et si, au fond, les règles du jeu démocratique n'étaient pas tout à fait les mêmes pour tout le monde? C'est vraiment le point de départ de toute cette affaire. Et le catalyseur de tout ça, c'est ce documentaire-là. Diffusé à une heure de grande écoute, il s'attaquait à la fraude sociale, mais d'une manière qui a vraiment provoqué une onde de choc, une véritable indignation. Assez vite, des enquêteurs citoyens ont complètement déconstruit la méthode du reportage. Ils ont révélé des manipulations assez flagrantes, un chiffre de 2 700 € par mois d'aide sociale, ce qui est jugé impossible par les experts. Une entrevue d'1 heure réduite à quelques secondes pour faire dire ce qu'on veut, et même un lien de parenté entre le journaliste et une députée de la majorité. Bref, de quoi jeter un doute sérieux sur l'intégrité de l'enquête. Et c'est là que l'histoire prend une autre tournure. En réaction à ce que certains ont appelé une scène de crime médiatique, un collectif lance une contre-offensive. Un projet un peu étrange, nommé WEFU, apparaît sur le web et c'est le début d'une plongée dans les rouages du système. Pour acheter au mystère, le projet est lancé un 1er avril. Mais le site est très clair dès le départ. Non, ce n'est pas une blague pour rire des gens, c'est une manœuvre sérieuse pour exposer une hypocrisie beaucoup plus grande. La métaphore qu'ils utilisent, c'est celle du poisson d'avril constitutionnel. L'idée, c'est qu'il y aurait un article de la Constitution qui est tellement fondamental, mais en même temps tellement ignoré par la classe politique, que c'est comme si la démocratie avait un poisson en papier collé dans le dos depuis 200 ans sans s'en rendre compte. Et voilà le cœur de leur argument. Ils renversent complètement l'accusation. Le documentaire insinuait « sans boulot, tous fraudeurs ». Eh bien, le collectif répond en posant une question pas mal plus explosive, basée sur le droit constitutionnel et dirigée cette fois vers la classe politique. Alors, voici la règle théorique du jeu. L'article 42 de la Constitution belge, il est très clair. Un élu représente la nation au complet. Il doit voter selon sa conscience, sans aucune pression. C'est ce qu'on appelle le mandat libre. D'ailleurs, chaque élu prête serment d'observer cette même Constitution. Et c'est là que le tableau devient vraiment frappant. D'un côté, on a les gens les plus précaires. Le taux de fraude sociale qu'on détecte chez eux, 0,33 %. Pourtant, ils subissent plus de 100 000 contrôles par année et des dizaines de milliers de sanctions. De l'autre côté, la classe politique, leur taux de discipline de parti qui va à l'encontre du mandat libre, 99,73 %. Le nombre de contrôles, 0. Le nombre de sanctions, 0. Un deux poids, deux mesures assez spectaculaire. Ce chiffre, il est juste hallucinant. 99,73 %, c'est le taux de cohésion de vote dans les parlements belges, d'après des études universitaires. Ça veut dire que, dans la quasi-totalité des cas, les élus ne votent pas selon leur conscience, mais bien selon la ligne dictée par leur parti, ce qui est une violation directe et systémique de leur serment. Visuellement, le contraste est saisissant. Plus de 100 000 contrôles pour les citoyens les plus vulnérables et absolument rien, le vide total pour l'élite politique. Une asymétrie complète dans l'application des règles. C'est exactement ce que le projet dénonce comme étant une impunité organisée au sommet de l'État. Bon, le projet aurait pu s'arrêter sur ce constat-là, qui est déjà assez accablant. Mais non, il va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de dénoncer, il propose d'agir. En fait, il fournit aux gens des outils pour passer à l'offensive. Et voici comment ça fonctionne. Le site propose un genre de générateur de courriel. En 3 clics, n'importe qui peut interpeller un décideur au plus haut niveau. On choisit sa cible dans une liste, on sélectionne son angle d'attaque juridique et l'outil génère un message super percutant prêt à être envoyé. C'est simple, c'est direct et c'est conçu pour mettre la pression. Mais c'est quoi la stratégie derrière ça? Ces courriels, ce ne sont pas juste des lettres de plainte ordinaires. Non, ils sont conçus pour exploiter ce que le projet appelle des failles ou des bugs dans la matrice juridique belge. La première faille, c'est un peu leur arme nucléaire. L'idée, c'est d'attaquer les partis là où ça fait le plus mal, leur portefeuille. Il existe une loi qui permet de couper les fonds publics à un parti qui violerait les droits humains. Par contre, cette loi ne dit rien sur un parti qui violerait la Constitution. C'est une incohérence majeure. Un seul citoyen pourrait donc, avec une procédure spéciale, poser une sorte de question piège à la Cour constitutionnelle. C'est un peu comme demander à l'arbitre de vérifier les règles du jeu en plein milieu de la partie. Une décision de la Cour en leur faveur pourrait geler les 188 millions d'euros qui font rouler la machine politique. On parle d'une paralysie quasi totale du système. La deuxième faille, elle, s'inspire d'un modèle allemand. Le but, c'est de forcer les partis à admettre publiquement qu'ils refusent à leurs propres élus le droit d'être indépendants. On demande une loi qui permettrait à un député de poursuivre son parti en justice s'il subit des pressions pour son vote.
Juste le fait de devoir refuser une telle demande, c'est un aveu terrible pour un chef de parti. Et enfin, la troisième faille, qui s'appuie sur un modèle qui existe déjà en Belgique, dans la petite communauté germanophone. Là-bas, un conseil de citoyens tiré au sort peut forcer le Parlement à débattre de certains sujets. Le Parlement est même obligé de justifier publiquement s'il refuse leurs propositions. L'idée est donc toute simple. Pourquoi ne pas étendre ce modèle à tout le pays pour redonner un vrai pouvoir de délibération à la population? On peut se demander comment un petit collectif a pu monter une analyse juridique aussi pointue. La réponse est assez surprenante. C'est une collaboration entre un humain et une intelligence artificielle qui s'appelle Claude. L'IA a permis en fait de synthétiser des décennies de recherches universitaires et de rapports parlementaires en un temps record. On assiste vraiment à une nouvelle forme de militantisme. Le projet appelle ça la propagande par le code. C'est quand l'expertise juridique, qui était autrefois réservée à une élite, est maintenant démocratisée par la technologie et transformée en une arme de contre-pouvoir que tout le monde peut utiliser. La transformation est complète. Le but, c'est vraiment de changer le rôle du citoyen, de passer de simple électeur ou manifestant à un acteur capable de scanner le code de la loi, d'y trouver les failles et de les exploiter. Un pirate en quelque sorte. Et on termine avec cette question qui résume tout le projet. Et si l'hypocrisie politique, ce n'était pas juste un problème moral qu'on doit déplorer? Et si c'était plutôt une faille technique, un bug dans le système? Un bug que n'importe quel citoyen, avec les bons outils, pourrait légitimement exploiter pour forcer une mise à jour du système. C'est une perspective qui change pas mal la donne. Imaginez un instant qu'un simple poisson d'avril publié sur Internet cache en réalité le code informatique précis pour geler 188 millions d'euros. Ouais, c'est pas rien. Vraiment pas. Et on parle des fonds qui financent les plus grands partis politiques d'un pays. C'est exactement ce qu'un groupe de citoyens anonymes a réussi à accomplir. C'est une histoire fascinante. Bienvenue dans notre analyse d'aujourd'hui, tout le monde. On plonge au cœur de la Belgique au printemps 2026. Mettez-vous un peu en contexte. Le climat social est extrêmement tendu. Le gouvernement en place, une coalition qu'on surnomme Arizona, impose des mesures d'austérité budgétaire d'une sévérité historique. Et c'est là que ça devient intéressant. Ben oui, parce qu'au beau milieu de ces chaos politiques, on voit émerger, mettons, un paquet de manifestes, de documents d'analyse, puis de codes informatiques. Tout ça est hébergé sur la plateforme GitHub sous des noms de projets vraiment cryptiques comme WAFU ou encore Belgitude DMT. Avec le petit symbole trademark à la fin, oui. Exact. Donc, notre mission pour cette exploration approfondie, c'est de comprendre l'anatomie de cette opération-là. Parce que les sources qu'on a devant nous décrivent la transformation d'une simple blague numérique en véritable guérilla juridique moderne. Oui, le terme est fort, mais il est juste. Selon l'analyse du collectif, c'est une offensive asymétrique calculée au millimètre près, dirigée directement contre l'élite politique et médiatique du pays. On n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans le registre de la petite pétition en ligne qu'on signe sur Facebook. Bon, décortiquons ça, parce que de l'extérieur, les gens qui nous écoutent pourraient se dire, ben tu sais, c'est juste un énième coup de gueule sur les réseaux sociaux qui va disparaître demain matin. Mais quand on épluche les répertoires virtuels du collectif, quand on regarde leurs fichiers de près, on réalise l'ampleur de la patente. Absolument. L'analyse de ces documents révèle une architecture extrêmement sophistiquée. Le collectif parle de satire institutionnelle sérieuse. Au lieu de simplement manifester avec des pancartes dans la rue, ce groupe-là retourne littéralement les mécanismes accusatoires de l'État contre les institutions elles-mêmes. Avec une rigueur digne d'un grand cabinet d'avocats, en plus. Exactement. Mais pour bien comprendre la mécanique de cette contre-attaque citoyenne, il faut d'abord regarder ce qui a mis le feu aux poudres. L'événement déclencheur. Ce que les sources qualifient publiquement de véritable scène de crime médiatique. On remonte au 7 novembre 2025. À une heure de grande écoute, la chaîne de télévision privée belge RTL-TVI diffuse un documentaire choc. C'est réalisé par le journaliste Christophe Deborsou. Et le titre donne tout de suite le ton. Oui, le titre est sans équivoque. Sans boulot, tous fraudeurs. L'impact est massif, mettons. L'émission attire plus de 410-860 téléspectateurs. Et le moment de cette diffusion, selon les documents du collectif, ça n'a absolument rien d'un hasard. Pour appuyer leur accusation, les auteurs du projet citent un concept sociologique très précis, le poverty porn, ou la pornographie de la misère en français. Ah oui, c'est un concept lourd de sens. Vraiment, c'est un phénomène où l'industrie médiatique instrumentalise la précarité extrême.
L'objectif, selon l'analyse détaillée par le collectif, c'est pas du tout d'expliquer les causes structurelles de la pauvreté. C'est plutôt de générer un scandale moral, de l'indignation facile pour faire grimper les codes d'écoute en exposant des situations de grande misère. Puis le collectif ne s'arrête pas juste à la théorie sociologique. Ils amènent des preuves de ce qu'ils qualifient de désinformation pure et simple. Nos sources décortiquent les failles flagrantes du reportage. C'est là qu'ils ont sorti des cas spécifiques. Ouais, prenons le cas d'une intervenante nommée Laetitia. Selon le documentaire, elle percevrait 2 700 € par mois en cumulant diverses aides sociales. L'affaire, c'est que ce chiffre-là a été immédiatement démoli par des hauts fonctionnaires et des experts institutionnels. Totalement invalidé, oui. Ils ont prouvé, calcul à l'appui, que c'était factuellement et juridiquement impossible, mais le mal était fait, tu sais. La diffusion de cette fausse information a eu des conséquences réelles et dramatiques. La participante a carrément reçu des menaces de mort. C'est terrible. Et la manipulation, toujours selon les sources du projet, irait encore plus loin au niveau de la production elle-même. Sérieux? Ben oui, le dossier de veille du collectif documente une entrevue une heure complète, réalisée avec Gaëlle Denis, qui est la présidente du Centre public d'action sociale de Verviers. Le fameux CPAS. Exact. Cette heure d'entrevue a été charcutée au montage pour n'en garder que quelques secondes. On parle d'un ratio de réduction de 120 pour 1. Tout ça, selon les auteurs, pour forcer un récit accusatoire préétabli qui cadrait avec le titre choc de l'émission. Ça soulève une question tellement évidente. À qui profite ce genre de récit? Et c'est là que les sources nous amènent sur le terrain macropolitique. Le collectif décrit un mécanisme systémique redoutable qu'ils appellent stigmatiser, légitimer, couper. La fameuse fenêtre d'Overton. Exactement. En gros, le but de cette émission serait de déplacer la fenêtre d'Overton pour rendre politiquement acceptable ce qui ne l'était pas hier. En créant de toutes pièces cette figure du chômeur profiteur, le but d'énoncer est de préparer psychologiquement la population belge à accepter une mesure phare du gouvernement d'austérité. Une mesure qui a un impact énorme. Oui, l'exclusion programmée de 184 463 personnes des allocations de chômage d'ici 2027. C'est pas des petits chiffres, là. Ben, l'argument du collectif ici, c'est que les médias et le pouvoir politique travaillent en symbiose. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur du conflit d'intérêt fondamental dénoncé dans cette affaire. Bien, c'est un peu comme si, mettons, lors d'un match de hockey, on découvrait que l'arbitre qui applique les règlements porte secrètement le chandail d'une des deux équipes en dessous de son uniforme officiel. Voyez l'image? C'est une excellente analogie, parce que la source du conflit d'intérêt révélée par le collectif est, disons, assez troublante. La nièce du journaliste qui a réalisé le documentaire, Charlotte Desboursous, est députée pour le parti MR. Un parti de centre-droit, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et c'est justement l'un des piliers de la coalition Arizona qui orchestre ces fameuses coupes budgétaires. Et pour couronner le tout, nos sources soulignent que ce parti a directement récupéré la dynamique du documentaire sur les réseaux sociaux pour justifier l'urgence de ses propres réformes. Fait que l'arbitre porte vraiment le chandail de l'équipe. Tout à fait. Face à cette asymétrie écrasante, où l'appareil médiatique et politique semble marcher main dans la main, la réaction citoyenne habituelle serait, je sais pas, d'écrire une lettre de plainte au régulateur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au début, non? Oui, plus d'une centaine de plaintes officielles ont été déposées. Mais le collectif a compris que jouer selon les règles d'un système biaisé, ça mène nulle part. Ils ont donc décidé de renverser la charge de la preuve. Ils ont pris les armes rhétoriques de l'État pour les branquer vers le sommet. Ce qui est fascinant ici, c'est la créativité de leur approche. Puis ça nous amène directement à ce fameux poisson d'avril constitutionnel. Le 1er avril 2026, le collectif met en ligne une page web intitulée gork.html. Gork.html. Ouais, quand on clique là-dessus, un 1er avril, on s'attend évidemment à une blague, mais la page affiche immédiatement « Ce n'est pas une blague ». C'est plutôt une allégorie dévastatrice. Ah, l'article 42. Exact. Le groupe affirme que l'article 42 de la Constitution belge, l'article qui est censé garantir l'indépendance totale des élus depuis 1831, serait en fait le plus long poisson d'avril de l'histoire du pays. C'est l'application d'une technique de rhétorique qu'on appelle le rétortio argumenté. Le retournement de l'argument. C'est ça. À la question accusatrice des médias, tous fraudeurs, le collectif oppose une investigation beaucoup plus systémique et provocatrice. Tous assermentés, tous parjure. Faut vraiment qu'on s'arrête sur les chiffres qu'ils avancent là-dessus parce que le contraste est frappant, tu sais. L'analyse des sources met deux réalités complètement opposées côte à côte.
D'un bord, on a les citoyens en situation de précarité. Pour traquer un taux de fraude sociale évalué à seulement 0,33 %, l'État leur impose plus de 107 337 contrôles administratifs par année. 107 000 contrôles pour 0,33 % de fraude. Puis quand on dit contrôle, on parle pas juste de remplir un formulaire, on parle de vérification intrusive dans leur vie privée, leur relevé bancaire, leur situation familiale. Et de l'autre bord, l'autre côté de la médaille, vous avez les 31 806 mandataires politiques du pays. En s'appuyant sur des données issues d'universités belges, le collectif démontre que ces élus ont un taux de discipline de vote qui atteint les 99,73 %. Presque 100 %. Concrètement, cela signifie qu'ils votent presque systématiquement selon la ligne dictée par le chef de leur parti politique, peu importe leurs convictions personnelles ou l'intérêt de ceux qui les ont élus. Mais attends, ça viole directement leur serment constitutionnel d'indépendance, le fameux mandat libre de l'article 42. Exactement. Mais pour eux, la question, c'est combien de contrôles institutionnels? 0. Combien de sanctions? 0. Fait que, si on résume l'argument du collectif Point, un taux de fraude de 0,33 % chez les pauvres justifie 107 000 enquêtes, mais un taux d'illégalité constitutionnelle de 99,73 % au sommet de l'État ne déclenche absolument rien. C'est quand même fou quand on y pense. C'est une hypocrisie structurelle que le collectif dénonce avec un mot très précis, le brol. Le brol. Oui, en argot belgo-bruxellois, le brol, ça désigne un désordre indescriptible, un vieux système qui ne fonctionne plus, un ramassis de choses inutiles. Ils utilisent ce terme pour décrire l'absurdité de l'architecture institutionnelle belge qui compte, tenez-vous bien, 6 gouvernements et 7 parlements pour un territoire minuscule. Ça fait beaucoup de politiciens au mètre carré. C'est une complexité qui favorise l'opacité et dilue complètement les responsabilités selon eux. Et là, une question se pose. Pourquoi agir maintenant, puis surtout de cette façon-là? Le collectif aurait pu faire une manifestation dans la rue, devant un des 7 parlements. Pourquoi se cacher derrière des codes informatiques sur GitHub? La réponse est simple. Parce que la rue devient un terrain dangereux sur le plan légal. Les documents de veille que nous avons analysés mentionnent une urgence démocratique majeure, l'avant-projet de la loi Quintin. C'est quoi cette loi-là? Selon les associations syndicales citées dans nos sources, cette loi donnerait au gouvernement le pouvoir de dissoudre des organisations civiles sous des prétextes très, très flous d'incitation à la désobéissance. Ah ouais, carrément! Il faut trouver un autre terrain de lutte. Le web crypté et les plateformes décentralisées de code ouvert deviennent le dernier refuge où l'État ne peut pas simplement effacer la contestation. Fait que c'est une question de survie militante. Ce qui nous propulse vers l'outil principal de cette fameuse guérilla. Sur GitHub, le collectif a publié une page appelée question.html. Et attention pour ceux qui nous écoutent, c'est pas juste un manifeste ou un texte à lire. Non, c'est un véritable générateur de courriels citoyens. C'est ça, l'approche est sans compromis. Le site garantit aucun pistage, aucune collecte de données personnelles. C'est du code ouvert publié sous une licence libre. Le mot d'ordre du collectif est super explicite: dupliquer, pirater, diffuser ou fork, hack, spread en anglais. C'est carrément de la distribution d'armements citoyens. Et le génie de la patente, c'est la simplicité d'utilisation pour la personne qui veut s'impliquer. Le parcours est pensé en 3 étapes super fluides. 1. L'utilisateur cible l'un des 26 politiciens de haut rang recensés dans la base de données, comme des ministres fédéraux, par exemple. OK, on choisit sa cible. 2. Il choisit un angle d'attaque juridique parmi ceux proposés. 3. Le système génère instantanément un courriel pré-rédigé. Et là, on ne parle pas d'une simple plainte du genre « Hey, je ne suis pas content de vos politiques d'austérité ». Non, c'est un mémorandum juridique extrêmement pointu, tu sais. Exactement. Puis c'est là que je t'arrête. Parce qu'à ce stade-ci, quiconque nous écoute se dit sûrement « OK, bien c'est bien beau tout ça, mais comment des citoyens bénévoles, sans budget, sans être des avocats fiscalistes, ont-ils pu monter une base de données constitutionnelle aussi étanche et coder un outil pareil? Ça n'a juste pas de bon sens, surtout dans un système aussi complexe que le droit belge. » Tu mets le doigt dessus. La clé de l'énigme se trouve dans une toute petite mention, vraiment tout en bas des documents du projet. Ça dit « coproduit par Yann et Claude ». Yann et Claude. Fait que c'est 2 gars dans un sous-sol. Oui, exactement. Claude n'est pas un étudiant en droit ou un chum de Yann. C'est une intelligence artificielle avancée développée par l'entreprise Anthropic. Mais attends, une intelligence artificielle pour faire du droit constitutionnel, c'est risqué, non?
On a tous vu des histoires où l'IA hallucine, invente des fausses lois ou des faux précédents judiciaires. Comment ils ont pu rendre ça inattaquable? C'est une excellente question et c'est précisément ce qui rend cette démarche-là révolutionnaire. Le collectif n'a pas utilisé l'IA comme un simple robot conversationnel à qui tu dis « écris-moi une belle lettre ». OK, comment ils ont fait d'abord? Selon les sources, l'intelligence artificielle a été utilisée pour synthétiser des décennies de jurisprudence brute, de littérature grise parlementaire, d'études en sciences politiques. Elle a ingurgité et croisé ces données-là pour identifier de véritables failles dans le système, puis elle a codé l'outil web pour automatiser l'attaque. Wow! C'est ce que les sources appellent la propagande par le code. Grâce à cette IA, le citoyen ordinaire passe du statut de manifestant impuissant à celui de véritable hacker législatif. Fait que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avoir un outil qui génère des courriels parfaits, c'est bien beau. Mais si ces courriels-là ne contiennent que des remarques philosophiques sur la démocratie, les politiciens vont juste les envoyer direct dans la corbeille. C'est certain. Mais ce que cette IA a trouvé, c'est pas de la philo. Ce sont 3 brèches redoutables dans le droit belge. 3 failles qui donnent des sueurs froides aux élus en ce moment. Exactement. L'outil ne se contente pas de protester mollement, il exploite des failles qui pourraient faire vaciller le financement même des institutions. La première faille, c'est ce que le collectif appelle la question préjudicielle sur le financement. Ça sonne complexe, mais dans les faits... Dans les faits, l'outil pointe une énorme contradiction juridique. La loi belge de 1989 sur le financement des partis permet de couper les vivres, donc de retirer le financement, aux formations politiques qui violent les droits de la personne. Ce qui est logique. Oui, mais bizarrement, elle ne prévoit aucune sanction pour les partis qui violent la Constitution en forçant la discipline de vote de leurs propres députés. Ah! Pour imager la chose, c'est un peu comme s'ils avaient épluché les conditions d'utilisation d'une banque, tu sais, les fameux petits caractères que personne ne lit jamais, puis qu'ils avaient trouvé la ligne de code exacte qui oblige le banquier à geler son propre compte en banque s'il ne respecte pas les règles. C'est une super belle façon de le voir. Et l'enjeu ici, c'est pas les peanuts, c'est 188 millions d'euros de subventions publiques que les partis se partagent chaque année. C'est énorme. Le collectif affirme qu'il suffirait d'un seul litige citoyen bien construit, généré par leur outil, pour amener cette contradiction devant la Cour constitutionnelle et menacer cette montagne d'argent. C'est littéralement une bombe à retardement judiciaire. Puis s'ils essaient d'esquiver cette première faille-là... L'outil propose une deuxième attaque. L'organe street va faire rond. L'organe... OK, à tes souhaits. C'est un concept pointu inspiré du droit allemand. En gros, l'outil propose d'exiger une loi qui permettrait à un député belge de poursuivre son propre parti en justice s'il subit des pressions pour voter contre sa conscience. Ah, je vois la mécanique de l'attaque. Ce n'est pas seulement une demande légale, c'est un piège purement psychologique. Absolument. Parce que si les chefs de parti refusent d'adopter cette loi-là, ils sont obligés d'avouer publiquement qu'ils refusent l'indépendance de leurs propres élus. Fait qu'ils sont coincés. C'est ce qu'on appelle en psychologie une double contrainte ou un double bind. Ils sont perdants peu importe leur réponse. S'ils disent oui, ils perdent le contrôle de leurs troupes. S'ils disent non, ils avouent être anticonstitutionnels. Brillant. Puis la troisième faille. La troisième s'attaque au manque de pouvoir décisionnel du public lui-même. Le collectif s'appuie sur ce qu'il nomme le précédent d'Ost-Belgien. Ost-Belgien, c'est en Belgique ça aussi. Oui, c'est le modèle de la communauté germanophone de Belgique. Eux, ils ont déjà instauré légalement des conseils citoyens permanents, tirés au sort. L'outil exige que ce modèle soit étendu à tout le pays. Parce que présentement, comme l'analyse le collectif, le seul outil légal des citoyens en Belgique, c'est la pétition, right? C'est ça. Puis, il faut récolter 25 000 signatures à la soirée de son front, tout ça pour obtenir le droit d'être vaguement consulté par des élus qui peuvent ensuite complètement ignorer la demande. C'est perçu par les sources comme un exercice complètement inutile. Du travail pour rien. Fait que remplacer cela par des conseils de citoyens tirés au sort avec un véritable pouvoir de délibération, ça changerait entièrement la dynamique de pouvoir. Complètement. L'ensemble de ces 3 attaques crée une onde de choc majeure. Et les documents que nous analysons décrivent des répercussions psychologiques et sociologiques très claires sur 3 niveaux de la société. Du côté du grand public, premièrement, on parle d'une, je cite, « catharsis émancipatrice ». Oui, puis ça, c'est facile à comprendre, je trouve. Quand on est une personne vulnérable, ciblée par un documentaire qui suggère que vous êtes un fraudeur,
La société vous impose une honte vraiment toxique. Le poverty porn dont on parlait au début. Exact. Mais quand cet outil citoyen démontre mathématiquement que la déviance sociale chez les plus démunis représente juste 0,33 contre près de 100 d'illégalité politique au sommet de l'État, ben le fardeau de la honte change de camp. Le citoyen arrête de se sentir comme un suspect. Exactement. Il réalise qu'il est en fait un créancier moral face à l'État. C'est super puissant comme renversement. Hein? Par contre, du côté de l'élite politique, l'effet est inverse. Les documents parlent de l'émergence d'une véritable paranoïa institutionnelle. J'imagine, ouais. Quoi qu'ils ont eux-mêmes voté. Le secret de Polichinelle sur la discipline de parti est exposé au grand jour et la menace juridique qui pèse désormais sur leurs millions d'euros de subventions crée un climat d'insécurité totale pour les états-majors des partis. Puis on ne peut pas oublier les grands médias d'information dans tout ça. Surtout pas. Selon l'analyse des sources, ils subissent une blessure narcissique profonde. Le collectif vient de prouver qu'un petit groupe de citoyens anonymes, sans budget de production de fou, armé d'une intelligence artificielle puis de données ouvertes, peut produire une investigation bien plus implacable qu'un documentaire télévisé grand public. Le monopole du narratif journalistique est brisé en 1000 morceaux. Marc-Toton prend un peu de recul sur cette analyse. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? À une époque de surcharge d'informations, où les citoyens se sentent souvent impuissants face aux décisions politiques et aux mesures d'austérité, on a vraiment tendance à céder au cynisme. C'est clair, on se dit souvent qu'on ne peut rien y faire. Mais cette exploration démontre que la vérité documentée, quand elle est couplée aux technologies ouvertes et à l'intelligence artificielle, redonne un pouvoir de contestation asymétrique bien réel à la population. Ce n'est plus David contre Goliath avec sa petite fonde. C'est David qui pirate le système de Goliath de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'avenir? Ça me laisse avec une réflexion assez vertigineuse, en fin de compte. Si une poignée de citoyens anonymes a pu utiliser une IA pour ingérer des décennies de droits complexes, puis en faire une arme juridique capable de menacer le financement des plus grands partis politiques de Belgique, qu'arrivera-t-il quand ce modèle de hacker législatif va inévitablement être copié puis s'exporter partout ailleurs dans le monde? C'est la grande question. La technologie qu'on pointe si souvent du doigt pour ses dangers liés à la surveillance ou à la désinformation ne serait-elle pas en train de devenir le système immunitaire ultime de nos démocraties? Une façon brillante de coller, une bonne fois pour toutes, le fameux poisson d'avril dans le dos de ceux qui pensaient avoir le dernier mot. C'est un sujet fascinant à méditer. Bienvenue au débat, notre émission de confrontation de perspectives. Imaginez juste un instant un immense serveur informatique, un vieux système, tu sais, bâti il y a quasiment 2 siècles, rafistolé d'année en année avec des bouts de code. Ouais, le genre de système qui fait tourner toutes les infrastructures vitales d'un pays. Exactement. Et là, soudainement, un petit groupe d'utilisateurs ordinaires, vraiment au bas de l'échelle, découvre une faille de sécurité critique, ce qu'on appelle un zero-day exploit. Mais le truc fascinant ici, c'est qu'ils ne l'utilisent pas pour détruire le serveur. Ben non. Ils l'utilisent pour forcer les administrateurs du système à respecter leurs propres règles d'utilisation. Fait que la question se pose, est-ce que c'est un acte de piratage malveillant ou est-ce une mise à jour d'urgence absolument vitale pour sauver la machine? C'est un sacré dilemme. On se penche aujourd'hui sur la Belgique du printemps 2026. Le pays est une poudrière. On traverse une période de tension sociale extrême, exacerbée par des coupes budgétaires sévères de la coalition gouvernementale qu'on appelle la coalition Arizona. Et c'est exactement dans ce climat-là qu'un écosystème numérique assez mystérieux a fait son apparition, le projet WEFIeux et son dossier de veille stratégique, le fameux Belgitude. C'est ça. Moi, je regarde ce phénomène-là et je suis convaincue que ce projet est un triomphe de la contre-démocratie numérique. C'est un collectif qui vient rétablir la reddition de comptes en piratant, de manière pacifique, l'hypocrisie systémique d'un État défaillant. Moi, j'aborde ça d'un autre angle. On s'entend que le constat d'échec démocratique soulevé par le collectif est intellectuellement fondé. Je suis certain de ça. Mais je soutiens que l'arsenalisation de ces failles juridiques par l'intelligence artificielle, ça crée une paranoïa institutionnelle. Ah, une paranoïa. Oui, et ça déstabilise dangereusement le compromis politique belge, qui est déjà un équilibre extrêmement fragile. Et c'est vraiment là le cœur de notre désaccord aujourd'hui. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien ma position, il faut revenir au point de bascule. Ce projet, tu sais, il n'a pas juste popé de nulle part sur Internet. Non, c'est clair. C'est une réaction d'autodéfense face à ce que les auteurs qualifient de violence symbolique.
Le vrai catalyseur, c'est un documentaire de RTL-TVI de novembre 2025. Avec un titre super insidieux. Sans boulot, tous fraudeurs. Ouais, un reportage très controversé. Très controversé. C'est faible. Hein? Ce n'était pas du journalisme, c'était genre une scène de crime médiatique. On a utilisé ce que les sociologues appellent la pornographie de la misère, le poverty porn, pour justifier un véritable massacre social. Le terme massacre est fort, mais allez-y. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'objectif de la coalition gouvernementale, c'était de préparer le terrain pour exclure 194 463 personnes du chômage d'ici 2027. Et comment ils ont fait ça? En manipulant l'opinion publique. L'histoire de Laetitia, c'est ça? Exact. On a présenté une allocataire, Laetitia, en affirmant à la télé qu'elle touchait 2 700 € d'aide par mois. Des experts de l'assurance maladie sont sortis pour dire « Voyons, c'est factuellement impossible. » Mais le mal était fait. Ouais, l'impact sur l'opinion était déjà là. Et le pire, c'est l'entrevue avec la présidente du CPAS de Verviers. Elle a parlé pendant 1 heure pour expliquer toute la nuance du système social. Savez-vous ce qu'ils ont gardé au montage? Quelques secondes, il me semble. Un ratio de montage de 120:1, juste pour la faire paraître alarmiste. Et la cerise sur le sundae, le journaliste qui a réalisé ça, c'est l'oncle de la députée Charlotte Desborsu du parti MAR, le parti même qui orchestre ses coupes budgétaires. Attends, je vous arrête tout de suite. Je ne défends absolument pas ce reportage. Le procès de la méthode journalistique ici, il est accablant. La désinformation est prouvée, mais il faut comprendre ce qui se passe mécaniquement dans la société à ce moment-là. C'est un déplacement pur et simple de la fenêtre d'Overton. Exactement. La fenêtre d'Overton, pour ceux qui nous écoutent, c'est le spectre des idées jugées acceptables par l'opinion publique. En créant cette figure repoussoire chômeur-fraudeur, on anesthésie la compassion du public. Fait que on rend acceptable l'inacceptable, comme exclure 28 000 chômeurs dès janvier 2026. Face à cette attaque, le collectif citoyen a compris que les médias étaient compromis. Ils ont forgé leurs propres armes avec le test de symétrie. Ah, le fameux test de symétrie. C'est brillant sur papier, je l'accorde, mais c'est là que le bas blesse. Laissez-moi juste l'expliquer parce que c'est le coup de génie du projet. Ils ont pris les données du CRISP, le Centre de recherche sociopolitique. D'un côté, on traque la population précaire. Taux de fraude sociale réel, 0,033 %. De l'autre côté, on regarde la classe politique. L'article 42 de la Constitution exige un mandat libre pour les élus, une indépendance totale. Pourtant, le taux de discipline de vote des partis est de 99,73 %. Oui, les fameux 99 %. Ça veut dire qu'un élu vote presque toujours ce que le chef lui dicte, reniant son serment. L'hypocrisie systémique, elle est chiffrée, elle est là. Je m'excuse, mais ça, je ne l'achète pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je vois l'élégance intellectuelle de confronter ce 0,33 % au 99,73 %. C'est un punch rhétorique extraordinaire. C'est plus que de la rhétorique, ce sont des faits. Des faits hors contexte. Vous parlez de cette discipline de parti comme d'un parjure malveillant, comme si c'était un complot de l'élite. C'est une lecture complètement erronée de la mécanique de l'État. Ah bon. Violer la Constitution à 99 % du temps, c'est une fonctionnalité maintenant. Dans le contexte belge, ben oui. Ce n'est pas un bug, c'est le ciment historique de la pilarisation. La Belgique, ce n'est pas un État centralisé simple. C'est un pays tiraillé par des fractures linguistiques et culturelles avec 6 gouvernements. Je connais la complexité du pays, mais ça n'excuse pas tout. Mais si on appliquait votre lecture puriste de l'article 42, si chaque député votait selon sa conscience tous les matins, sans suivre la ligne de son parti, l'État s'effondrerait en 48 heures. Cette omerta, c'est ce qui empêche le pays de se fracturer. Je vois votre point, mais laissez-moi amener l'analogie du panoptique administratif. Comment justifier intellectuellement cette architecture à 2 vitesses? L'État belge opère 107,37 contrôles intrusifs annuels sur les plus vulnérables. Ouais, les visites à domicile. Des inspecteurs qui comptent les brosses à dents dans la salle de bain, Tout ça pour récupérer des miettes sur un taux de fraude de 0,33 %. Pendant ce temps, l'État laisse filer 30 milliards d'euros d'évasion fiscale. L'évasion fiscale est un fléau, je suis d'accord. Et surtout, on n'organise absolument aucun contrôle sur le serment des 31 806 élus. 0 procédure disciplinaire depuis 1831. C'est indéfendable.
Si l'accord de gouvernement prime sur la Constitution, ben changez la Constitution. Moi, je ne défends pas la symétrie morale entre l'évasion fiscale et le contrôle des chômeurs. Ce que je défends, c'est la survie de la machinerie démocratique. Et c'est là que le projet Westview devient dangereux, spécifiquement avec leur outil question.html. Le cœur du réacteur, c'est un outil extraordinaire. C'est de l'extorsion juridique. Ce n'est plus une manif dans la rue. Ce bout de code permet à n'importe qui de cibler 26 hauts mandataires et de menacer de geler 188,3 millions d'euros de financement public des partis via la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi vous appelez ça de l'extorsion? Parce qu'on remplace le processus électoral par une insécurité institutionnelle permanente. On paralyse le financement de la démocratie. Laissez-moi vous expliquer comment cet outil fonctionne pour le citoyen parce que c'est fondamental. Imaginez un citoyen précarisé, écrasé par ce que les Belges appellent le brol administratif, ce labyrinthe incompréhensible. La bureaucratie. Ce citoyen a intégré la honte sociale diffusée à la télé. Et là, le projet lui offre question.html. Zéro tracking, ça roule en local, publié sous licence libre, fork, hack, spread, copié, modifié, diffusé. Oui, la mécanique est fluide, mais le résultat... Le résultat, c'est qu'en un clic, ça génère un texte juridique blindé. Le citoyen passe de l'impuissance à la puissance d'agir. Ça le dote d'un véritable exosquelette intellectuel face à un État qui le broie. C'est une belle image, cet exosquelette. Mais avez-vous analysé l'ingénierie psychologique de cette arme geek? Ce n'est pas fait pour dialoguer. C'est conçu pour créer ce qu'on appelle un double bind, une double contrainte. Ah oui, expliquez-moi comment ça se matérialise. L'outil force les ministres à choisir entre deux poisons. Si l'élu affirme qu'il vote librement, l'outil déploie instantanément la statistique du CRISP, les 99,73 %, et l'expose publiquement comme un menteur. Et la deuxième option? S'il admet qu'il vote selon les accords de coalition pour la stabilité, il vient de produire des aveux écrits de violation de l'article 42. Là. L'outil génère une dissonance cognitive aiguë. Vous fermez la porte au compromis pour installer une hostilité de tranchée. Non, mais quel compromis? Ce débat constructif dont vous parlez, il a déjà été assassiné par le haut. Prenez l'exemple du Cairn. Le comité ministériel restreint. Exactement. Une entité qui n'a même pas d'existence formelle dans la Constitution, c'est là que tout se décide, à huis clos. Quand le texte arrive au Parlement, les députés ne sont plus que des presse-boutons. Je concède que la particratie étouffe le travail parlementaire. L'analyse est chirurgicale. Fait que l'outil ne crée pas l'hostilité, il braque juste un projecteur sur une hostilité qui était cachée sous le tapis institutionnel. Mais utiliser un projecteur, c'est une chose. Utiliser un laser de qualité militaire pour aveugler le pilote de l'avion, c'en est une autre. Et c'est ici qu'il faut parler de l'intelligence artificielle dans cette opération. Absolument. Et c'est fascinant. Le site affiche sa co-autorialité avec Claude, l'IA d'Anthropic. On a un collectif bénévole, budget de $0, qui réussit à ingérer des décennies de littérature grise universitaire. De la propagande par le code, comme ils disent. Une propagande vitale. En 2026, n'oubliez pas que le gouvernement prépare la loi Quintin, une loi terrifiante permettant de dissoudre arbitrairement des associations. Face à ça, l'IA est le seul rempart. Elle transforme le citoyen en hacker législatif. Sur le plan technologique, oui. Surpasser RTL-TVI avec $0, c'est un changement de paradigme. Mais cette asymétrie me terrifie. Traiter le droit public comme un logiciel open source qu'on peut pirater pour trouver des bugs, c'est d'une naïveté effarante. Naïve. Ils utilisent simplement les lois existantes. Non, ils exploitent des failles inédites débusquées par une machine. L'IA a importé des concepts étrangers. Elle a pris la procédure de l'Organstreitverfahren allemand. Attends, pause. L'Organstreitverfahren, c'est quoi ça, en termes simples? Pardon pour le jargon. C'est une procédure à la Cour constitutionnelle allemande qui permet aux organes de l'État de se poursuivre entre eux. L'IA a cherché à créer une brèche similaire en Belgique, un système qui n'est pas conçu pour ça. Ah, je vois. Elle a aussi fouillé dans les précédents du Conseil citoyen d'Ost-Belgien. Quand vous injectez du code étranger dans le système d'exploitation de la Constitution belge, vous provoquez un écran bleu. Une erreur système fatale. Une erreur fatale, mais mon cher collègue, le système est déjà en train de cracher. Au moment où on se parle, il y a 139 communes wallonnes et bruxelloises menacées de faillite imminente parce que l'État fédéral coupait les vivres.
Ce n'est pas en bloquant le niveau fédéral qu'on va sauver les communes. Ce que le projet Wayfieux démontre avec brio, c'est qu'à l'ère de l'austérité et du capitalisme de surveillance, la population n'est plus sans défense. Ils ont pris le stigmate jeté par la télévision, cette fraude à 0,33 %, et l'ont retourné comme un boomerang contre l'élite. Écoutez, l'analyse de cette emprise des partis sur la démocratie est criante de vérité. Mais militariser les failles constitutionnelles pour menacer le financement des partis, c'est jouer à la roulette russe avec le pays. Pousser les dirigeants dans leur retranchement psychologique à l'aide d'un algorithme, ça risque simplement de bloquer toute action publique pile au moment où la crise exigerait des politiciens lucides. Bon, on s'entend donc sur une chose. On a un diagnostic partagé sur l'hypocrisie systémique de l'État et des médias, mais on a un profond désaccord sur le traitement à administrer. C'est le moins qu'on peut se dire. Cela dit, il y a un point de convergence absolue entre nous. L'initiative Wayfieux marque la fin d'une époque. Le temps où les grands réseaux de télé et l'élite politique détenaient le monopole exclusif du récit et de l'expertise légale, c'est terminé. C'est indéniable. L'intelligence civile s'est armée technologiquement et juridiquement. Mais la question fondamentale reste ouverte et c'est l'auditeur qui devra la trancher. Exact. Le piratage d'une démocratie malade, est-ce le remède de la dernière chance ou l'accélérateur de son déclin? Les autres institutions européennes regardent la Belgique de 2026 avec beaucoup d'anxiété. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres citoyens ne cliquent sur Fork, Hack, Spread. Et voilà. Face à ce système vieux de 2 siècles, criblé de failles, quand des citoyens trouvent enfin le bout de code pour forcer la machine à révéler ses erreurs, est-ce que ça permet de rebooter et sauver le système? Ou est-ce que c'est la ligne de code de trop? C'est à vous d'y réfléchir. Merci de nous avoir rejoints. D'habitude, quand on pense à un poisson d'avril, on s'imagine une simple niaiserie. Ouais, une petite blague d'école, là. Exactement. Un bout de papier collé dans le dos ou quelque chose de super léger qu'on oublie complètement le lendemain matin. C'est le principe même de la farce, tu sais. C'est censé être inoffensif. Mais là, mettons qu'on imagine un instant qu'une blague de poisson d'avril qui est vieille de près de 200 ans soit soudainement transformée en une arme juridique redoutable. Et pas juste pour faire rire, là. Non, pantoute. Pour paralyser l'architecture d'un gouvernement au complet avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est exactement le scénario qu'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. On s'en va en Belgique au printemps 2026. Fait qu'on va décortiquer une étude de cas qui dépasse carrément la fiction. Le projet Wayfieux. Ouais, c'est un cas d'école absolument fascinant de cybermilitantisme. On a une pile de documents assez dense aujourd'hui pour notre analyse. On a de la lecture, oui. Tellement! On a un rapport d'analyse sociopolitique super détaillé. On a des extraits de code source tirés de GitHub, puis des archives médiatiques. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre étape par étape comment un petit groupe de citoyens a réussi à prendre une indignation populaire puis à la transformer en une menace constitutionnelle d'une rigueur implacable. C'est de l'ingénierie sociale et juridique de haut niveau. Mais juste avant de plonger là-dedans, un petit avis important pour les gens qui nous écoutent. On regarde aujourd'hui un scandale politique majeur. Oui, il faut le préciser. Nos sources documentent les actions d'une coalition gouvernementale de droite en Belgique, qu'ils appelaient la coalition Arizona. Puis en face de ça, on a les ripostes de mouvements citoyens et sociaux marqués à gauche. C'est un terrain très polarisé. Fait qu'on n'a pas de parti pris pantoute là-dedans. L'idée, c'est pas de dire qui a tort ou qui a raison sur le plan idéologique. On n'endosse absolument aucune des opinions de nos sources. Exact. On veut vraiment juste comprendre la mécanique de cette confrontation-là. On regarde ça de façon neutre et factuelle. Tout à fait. Ce qui nous intéresse, c'est comment les outils technologiques et juridiques ont été utilisés. La mécanique de la patente, au fond. Bon, on va décortiquer tout ça. Parce que l'ironie de cette histoire-là est juste incroyable. Quand on regarde les sources, tout ce chaos institutionnel, cette crise impliquant des algorithmes puis des failles juridiques, mais tout ça part d'un simple documentaire à la télévision sur les chômeurs. C'est fou, hein? C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Faut le faire, pareil. Pour bien saisir l'ampleur de la riposte citoyenne, il faut absolument s'arrêter sur cet événement déclencheur-là. C'est pas une loi passée en douce au Parlement qui a tout déclenché. Non, c'est une émission de télé diffusée à 1 heure de grande écoute.
Fait qu'on est le 7 novembre 2025. La chaîne privée RTL-TVI diffuse un documentaire d'un journaliste très connu là-bas, Christophe Desborsu. Et le titre annonce déjà ses couleurs. Vraiment, sans boulot, tous fraude. Ça attire plus de 410 860 téléspectateurs, ce qui est énorme pour ce marché-là. C'est un succès d'audimat massif. Mais quand le rapport citoyen analyse ce qui a été diffusé, bien, ils ne mangent pas leurs mots. Ils appellent ça une véritable scène de crime médiatique. Puis ils le prouvent avec des détails assez troublants. Oui, le rapport décortique méthodiquement la construction du documentaire pour en exposer toutes les manipulations factuelles. Mettons, prenons juste les 3 exemples qui m'ont le plus frappé dans nos documents. Vas-y. Premièrement, à la télé, il présente une femme, Laetitia, qui recevrait soi-disant 2 700 € par mois en cumulant des aides sociales. Ce qui choque le public, évidemment. Sauf que le problème, c'est que des experts institutionnels, dont un certain François Perle de l'INAMI, sont sortis publiquement pour prouver que c'est mathématiquement et juridiquement impossible en Belgique d'avoir ce montant-là. C'est juste faux, dans le fond. C'est carrément faux. Deuxièmement, il y a la question du montage. Ils ont interviewé la présidente d'un centre d'action sociale local, Gaëlle Denis. Les sources parlent d'un ratio de montage de, tiens-toi bien, 120 pour 1. Wow! 120 pour 1. Ça veut dire qu'ils ont pris genre 1 heure d'explication super nuancée sur la pauvreté, puis ils ont tout coupé pour garder juste un petit 30 secondes hors contexte. Qui crée une distorsion massive de la réalité pour le monde qui regarde ça relax dans leur salon. Exactement. Et le 3e point, ça, c'est la cerise sur le sundae. Le rapport note que la propre nièce du journaliste, Charlotte Desborsu... Ah oui, le conflit d'intérêts. Ben oui, elle est députée pour un parti politique qui fait justement partie de la fameuse coalition gouvernementale, le parti qui pousse au même moment pour faire des coupures majeures dans les budgets sociaux. Le timing est particulier, disons. Fait que c'est comme le tour classique d'un magicien. Le gars fait des grands gestes avec sa main droite en disant « Regardez ces horribles fraudeurs sociaux qui ruinent le pays. » Oui! Puis pendant que tout le public regarde là, ben sa main gauche prépare un tour de passe-passe budgétaire que personne ne voit venir. C'est une excellente métaphore. Si on relie ça à la vue d'ensemble, le rapport utilise un terme académique très précis pour définir cette stratégie de diversion-là. Ils appellent ça de la pornographie de la misère ou du poverty porn. C'est fort comme terme. Oui, et l'analyse démontre que c'est pas juste du mauvais journalisme pour faire des codes d'écoute. C'est un outil politique, c'est un bélier cognitif. Un bélier cognitif. Oui. Le but, c'est de déplacer ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire de changer ce que l'opinion publique considère comme acceptable ou inacceptable, c'est ça? Précisément. Le documentaire crie une indignation morale contre une figure stéréotypée, le faummeur-profiteur. L'équation stratégique est super simple. Il faut stigmatiser une population pour légitimer les coupures qu'on s'apprête à lui imposer. Puis les chiffres prévus par la coalition étaient drastiques, selon le rapport. Ah oui, complètement. Leur plan visait à exclure mathématiquement plus de 194 000 personnes du système de chômage d'ici 2027. C'est énorme. C'est massif. En diffusant ce genre de reportage-là, on anesthésie la compassion du grand public. Puis la situation est d'autant plus critique que les associations de terrain se font museler en même temps. Ah oui, j'ai vu ça dans les notes, la menace de la fameuse loi Quintin. Exactement. Un projet de loi qui donnerait au gouvernement le droit de couper le financement ou carrément de dissoudre des associations de la société civile qui seraient jugées, mettons, trop critiques. Fait que si on résume la situation à ce moment-là, on a un verrouillage complet de l'espace démocratique. C'est ça. La télévision diabolise les plus pauvres, le gouvernement prépare la hache dans les budgets, puis si les groupes de défense essaient de chialer, ben on menace de les fermer. La question naturelle, c'est comment on se bat contre ça? Comment tu ripostes quand toutes les portes sont barrées? Exact. Comment un collectif de citoyens cachés derrière des pseudonymes sur Internet a pu frapper un si grand coup? Ben c'est là qu'ils ont sorti le miroir. Au lieu d'essayer de se défendre, ils ont pris l'accusation de fraude puis ils l'ont retournée directement contre la classe politique. Le fameux retortio argumenti. Ouais. Le retournement de l'argument, c'est le cœur du projet. Ils ont publié un document clé, on a ça dans nos sources, le veille 1160.html. C'est là qu'ils posent une question ravageuse. Tous assermentés, tous parjure. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'ils posent pas juste la question en l'air, ils arrivent avec des tableaux de données qui glacent le sang. Des statistiques très froides. Ouais. D'un côté, on a la population qui reçoit de l'aide sociale. Le gouvernement leur impose plus de 107 000 contrôles hyper intrusifs chaque année. Tout ça pour découvrir quoi?
Un taux de fraude sociale de seulement 0,33 % C'est une goutte d'eau, en fait. C'est rien! Puis de l'autre côté du tableau, ils mettent la classe dirigeante, les politiciens. On parle d'environ 31 800 mandateurs. Le nombre de contrôles institutionnels sur leurs pratiques. Zéro. Zéro. Puis le taux de déviance calculé? 99,73. Et ce chiffre de 99,73 %-là, c'est la clé de toute leur argumentation. C'est vraiment la fondation de leur attaque juridique. Mais attends un peu, c'est là que j'ai bloqué en lisant les sources tantôt. Ce chiffre-là, le rapport l'appelle le taux de discipline de vote. Oui? C'est-à-dire la fréquence à laquelle un député vote exactement comme le chef de son parti lui dit de voter. Mais voter avec son parti, c'est pas un crime. C'est juste le fonctionnement normal de la politique, non? Ça en a tout l'air, oui. Ben c'est ça. Pourquoi le collectif citoyen appelle ça une déviance ou carrément un parjure? C'est une excellente question, puis c'est exactement là que le piège juridique se referme. En apparence, la discipline de parti semble normale. Mais si on regarde la loi fondamentale du pays, c'est l'inverse. Ah ouais? L'article 42 de la Constitution belge, qui est soutenu par un décret qui remonte à 1831, exige ce qu'on appelle le mandat libre. Quand un député entre en fonction, il jure solennellement fidélité à la Constitution. OK. Ça signifie, légalement parlant, qu'il représente toute la nation puis qu'il doit voter uniquement selon sa conscience. Ah, wow! Il lui est formellement interdit d'être soumis aux ordres d'une faction, d'un groupe d'intérêt ou, d'un président de parti. Ah, wow! Fait que le député jure sur la Constitution qu'il est indépendant, mais les données prouvent mathématiquement que dans 99,73 % des cas, il obéit aveuglement aux consignes de son chef. C'est exactement ça. En termes purement juridiques, c'est un parjure institutionnel quotidien. C'est une violation de serment. C'est fou raide. Le rapport cite d'ailleurs le chercheur Benoît Friedman qui qualifie cette trahison-là d'acte sans conséquences juridiques. C'est la preuve de l'impunité du système. Le collectif montre l'hypocrisie. On traque le moindre centime d'erreur chez un chômeur, mais pendant ce temps, l'évasion fiscale coûte 30 milliards d'euros, puis les élus violent leur propre serment tous les jours sans aucune sanction. Ouais, le problème, c'est que démontrer une hypocrisie avec des pourcentages puis des articles de loi obscurs, ça reste très aride. C'est clair. Tu sais, si tu publies juste un rapport d'experts, les gens vont lire le résumé puis ils vont passer à autre chose. Ça devient pas viral. Non, ça frappe pas l'imaginaire. Là que les créateurs ont opté pour une approche pour le moins infantile, mais redoutablement efficace. Ils ont utilisé la satire. Une approche qui a l'air d'une grosse farce, mais qui cache un cheval de Troie juridique. Le fameux poisson d'avril constitutionnel. C'est une manœuvre de piratage sémantique impressionnante. Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode. Fait qu'ils mettent en ligne la page principale de leur opération, le fameux gork.html, le 1er avril 2026. La date n'est pas choisie au hasard. Pas en tout, mais la première phrase qu'on y lit, c'est « Ce n'est pas une blague ». Ils utilisent la date du 1er avril, pas pour faire une blague, mais pour dire que l'article 42 dont on vient de parler, cette belle promesse d'indépendance-là, c'est en réalité le plus long poisson d'avril de l'histoire. C'est brillamment pensé. C'est un gros poisson en papier que les parlementaires font semblant de porter dans leur dos depuis 185 ans. Toute la structure politique est une blague qu'on joue au peuple. Et pour ancrer ce message-là, ils font pas juste de l'humour, ils parasitent la crédibilité des institutions elles-mêmes. C'est du piratage épistémologique. Oui! L'hommage au CRISP. Quand j'ai compris ça, j'ai trouvé ça génial. Ils utilisent le mot argotique belge « brol ». Un brol. Un brol, ouais, qui veut dire un énorme désordre ou un tas de vieux trucs brisés. Ils s'en servent pour décrire le chaos de l'État belge qui a genre 6 gouvernements et 7 parlements différents pour un tout petit pays. C'est complexe, oui. Et plus fort, c'est qu'ils intègrent l'acronyme officiel du CRISP dans leur propre site. Le CRISP, c'est le Centre de recherche et d'information sociopolitique. C'est une institution hyper sérieuse, le summum de la neutralité scientifique en Belgique. Et c'est là que le collectif frappe fort. Ils n'ont pas inventé de chiffres, ils ont pris les données officielles, réelles, validées par l'institution scientifique de l'État, puis s'en sont servis pour construire leur réquisitoire. Fait que c'est inattaquable. Exact. La beauté de cette stratégie-là, c'est que ça neutralise complètement les défenses habituelles du pouvoir.
Le gouvernement ou la chaîne de télé peuvent pas juste balayer le site web du revers de la main en disant « Ah, c'est des complotistes, c'est des fausses nouvelles ». Ben non, c'est leurs propres chiffres. Les chiffres proviennent du système lui-même pour le condamner. Sauf qu'une bonne satire, ça fait rire ou grincer des dents. Mais comment cette initiative-là passe de l'indignation morale à la menace juridique concrète? Parce qu'à ce stade-ci, on parle carrément d'armement citoyen dans le rapport. Le basculement s'opère avec un autre outil technologique, le générateur question.html. C'est l'outil d'action directe. C'est là qu'on tombe dans la science-fiction un peu. C'est comme si un petit groupe de citoyens ordinaires s'était réveillé un matin, avait ouvert son ordi, puis s'était soudainement retrouvé avec la puissance de feu d'un cabinet d'avocats international. C'est une bonne comparaison. L'outil était gratuit, il est anonyme et il est propulsé par cette philosophie open source. Fork, hack, spread. En gros, copier, modifier, diffuser. En quelques clics, n'importe quel citoyen peut générer un courrier juridique blindé, prêt à être envoyé à 26 politiciens de haut niveau. Et attention, c'est pas des petites lettres de plainte du genre « je suis pas content de vous ». Ce sont des actes d'accusation qui exploitent des failles précises. Le générateur a cartographié 3 brèches majeures. Regardons ces 3 failles-là, parce que c'est capoté de voir comment ils ont trouvé le talon d'Achille du système. La première, si je lis bien mes notes, c'est une menace directe au portefeuille des partis politiques. On parle d'un magot de 188 millions d'euros par an. Comment une simple lettre de citoyen peut menacer cet argent-là? L'astuce réside dans la loi de financement des partis. Actuellement, cette loi-là permet de couper les subventions d'un parti s'il viole les droits humains. OK. Mais elle est muette sur le cas d'un parti qui violerait la Constitution en forçant ses propres députés à voter selon des consignes strictes. Ah, je vois. C'est que le courrier citoyen exige qu'un juge ordinaire pose ce qu'on appelle une question préjudiciale sur l'iniquité de cette loi-là. Et si ça monte à la Cour constitutionnelle, ça menace directement la manne financière de la particratie. C'est l'option nucléaire financière, là, carrément. La deuxième faille qu'ils exploitent m'a fait sourire. C'est l'importation d'un concept allemand, le Organstreitverfahren. Ça a l'air compliqué de même, mais en gros, ça permettrait à un député de poursuivre son propre parti. C'est bien ça? En simplifiant, oui. C'est un mécanisme du droit constitutionnel allemand. Le collectif l'importe pour suggérer de donner le droit à un député qui se fait tordre le bras par son parti de traîner ce même parti devant la justice pour défendre son libre arbitre. Ce qui forcerait les chefs à admettre publiquement qu'ils veulent juste garder le contrôle. Et la troisième faille s'inspire d'un précédent régional, celui d'Ostbelzien. Oui, la région germanophone de la Belgique. Ils ont créé un précédent en instaurant des assemblées citoyennes. Le générateur utilise cet exemple pour forcer la création d'assemblées similaires au niveau national. Tout ça est fascinant, mais il y a une question évidente. Construire ce genre de stratégie, rédiger des textes de loi, aller chercher des précédents en Allemagne, normalement, ça prend des mois à une équipe d'avocats. Comment un petit collectif a pu faire ça? Le rapport soulève un point majeur ici. Oui, en tout petit, en bas de leur page web, il y a la mention coproduit par Yann et Claude. Claude, on s'entend, c'est pas un gars dans son sous-sol. C'est un modèle de langage large, une IA d'Anthropic. C'est le point de bascule technologique. L'intégration de l'intelligence artificielle a permis de synthétiser des décennies de jurisprudence et de coder une plateforme sécuritaire. Le tout pour 0 €. C'est de la propagande par le code. L'IA devient une arme asymétrique de contre-pouvoir. Fait que, quels ont été les résultats sur le terrain après le déploiement de cet arsenal-là? Le rapport analyse les ondes de choc sur 3 fronts. Parlons d'abord du grand public. Pour le public, c'est un passage de l'impuissance apprise à l'émancipation. L'outil brise la honte toxique. La honte causée par le documentaire, tu sais? Exactement. Cette honte causait un non-recours au droit massif. On parle de 37 à 51 des gens qui ne demandaient pas leur aide sociale de base. L'outil leur offre un exosquelette intellectuel pour agir. Ensuite, le deuxième front, les journalistes. Une vraie blessure narcissique. Tellement, ce collectif anonyme, sans budget, a surpassé le journalisme d'investigation traditionnel. Ils ont rendu le format du poverty porn complètement obsolète, ils ont exposé les conflits d'intérêts de la chaîne de télé. 73 qui prouvent le contraire. Il a l'air d'un menteur. Puis si je choisis l'honnêteté et dis
Ben non, je suis les consignes de mon parti, c'est ça la politique. C'est un aveu écrit de parjure constitutionnelle. Ça génère une véritable paranoïa institutionnelle concernant leurs subventions. Ils sont coincés. Fait que, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Ça veut dire que le citoyen n'est plus juste un électeur passif, il est devenu un hacker législatif. Absolument. Pour récapituler, la beauté asymétrique de ce projet-là, c'est comment une poignée de citoyens indignés par un documentaire qui manipulait l'opinion pour justifier l'austérité a utilisé l'open source et l'IA pour créer un bug volontaire dans la matrice institutionnelle belge. La technologie permet aujourd'hui de transformer la colère en une menace constitutionnelle rigoureuse. Et je te laisse avec une réflexion prospective qui n'était pas dans l'analyse de base, mais quand on y pense, si une petite équipe armée d'une IA a pu menacer la structure du pouvoir belge en quelques semaines pour $0, Ouais. que se passera-t-il le jour où ce modèle de cyberguérilla juridique sera répliqué dans toutes les autres démocraties chancelantes du monde? C'est une excellente question. Le véritable pouvoir demain appartiendra-t-il à ceux qui écrivent les lois ou à ceux qui savent formuler les bons prompts pour les déjouer? Ça donne des frissons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos documents. On se retrouve très bientôt pour une autre analyse. Launch order confirmed. Holy shit. Target selection complete. Time on target sequence complete. Yield selection complete. Begin countdown. T-minus 60. All right, let's do it. Insert launch key. Stand by. Launch key inserted. Roger. On my mark. Rotate launch key to set. 3, 2, 1. Mark. T-minus 50. Saint cheeseburger, mangé par un homme sandwich. Mangé par un toucan, déguisé avec une peau de thon rouge. Saint cheeseburger, mangé par un homme sandwich. Mangé par un toucan, déguisé avec une peau de thon rouge. Saint cheeseburger, mangé par un homme sandwich. Mangé par un toucan, déguisé avec une peau de thon rouge. Sir, we have a launch order. 3. Put your hand on the keys, sir.